Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue sur le podcast Radioprotection et sur cette série qui ma foi dure assez longtemps mais que j'aime, que j'apprécie et sur laquelle j'ai ma foi de bons retours, donc voilà, tant qu'on aime, et ben on continue. Bref, bienvenue donc sur cette série qui s'appelle Radiopreneur Mindset. Donc je te débriefe des questions qui m'ont été posées pendant les formations de personnes compétentes en radioprotection que j'anime. Et sur cet épisode, c'est pas forcément une question. Enfin voilà, tu sais, en début de formation, je demande toujours ce sur quoi tu aimerais, si tu es en formation avec moi, qu'est-ce que tu aimerais revoir et travailler. Et ma foi, je trouve que j'ai trop souvent la demande suivante. Oh j'aimerais bien qu'on revoie les études de poste et le zonage. Et alors là, je me dis, oh là là, il va y avoir un gros travail de refonte et de mise à jour, réglementairement, j'ai envie de te dire, mais bon, je sais pas. Bref, il y a un gros travail de remise en contexte, de remise de sens à faire. Donc je te redis, la demande qui m'est faite souvent, c'est Stéphanie, je voudrais qu'on revoie les études de poste et le zonage. Mon objectif, j'aimerais que plus jamais personne ne me dise ça. Je veux revoir les études de poste et le zonage. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les études de poste, ça n'existe plus. Et le zonage, à la rigueur, quand on me dit zonage pour des limitations de zone, même moi je suis la première à utiliser ce terme-là, ça me va. Mais que ça vienne en second après une étude de poste, parce que je sais très bien ce qui est caché derrière l'étude de poste, c'est la fiche d'exposition individuelle. Non, ça ne me va pas. Donc j'aimerais qu'on laisse tomber tout ça, qu'on redonne du sens à notre mission, à nos missions de conseillers en radioprotection. Et c'est l'objectif de cet épisode de podcast. Voilà, ma promesse pour cet épisode, c'est que j'aimerais vraiment que la réglementation de la radioprotection, elle soit facile, elle soit digeste, elle soit compréhensible et que surtout qu'elle revêt tout son sens, c'est pas français ça, que tu comprennes tout le sens de la réglementation à la radioprotection. J'entends souvent, voilà, on me dit j'ai trop peu de temps pour faire mes missions de conseiller en radioprotection, je ne sais pas où aller chercher les bonnes ressources, je ne sais pas où aller chercher les textes réglementaires. Mais comment Stéphanie tu fais toi pour avoir tous ces textes en tête ? Je suis nulle en maths et en physique. Bon, ça on va pas travailler là-dessus aujourd'hui, mais je tiens tout de suite à te mettre ça de côté. Ok. Peut-être tu ne te sens pas hyper easy sur les maths et la physique. Sache qu'en gros, si tu as une calculatrice scientifique, même si tu as un iPhone, petit tips, tu déverrouilles, tu le mets en mode paysage et tu auras une calculatrice type scientifique. Il y a 3 formules à connaître en radioprotection. Si tu les connais, c'est bon, t'es sauvé. Pas besoin d'avoir un master, je sais pas, un master en maths ou en physique fondamentale pour faire de la radio pro. Je te rappelle que c'est niveau bac scientifique maintenant pour passer l'initiale, la formation au PCR. Mais encore une fois, je m'éloigne, je reviens dans le sujet de l'épisode du jour. Vraiment, ce qui, moi, me fait mal au cœur, c'est de voir toutes ces PCR qui font de la radio pro aussi bien qu'elles le peuvent avec le temps qui leur est dédié et qui souvent sont un peu perdues dans tous ces méandres de la réglementation, qui ont du mal à faire la transition de la PCR des textes de 2018 quand même. Et on est en 2024, donc tu vois, ça fait quand même un certain temps, ça fait bientôt 6 ans que les décrets sont parus, bon, même si les arrêtés d'application sont parus au fil de l'eau et qui sont encore en train d'être en cours de parution. Mais bon, voilà, ça fait 6 ans. Alors je pense qu'il est vraiment temps pour toi de construire ton programme d'organisation de la radio pro fondé sur la réglementation en vigueur, de savoir où tu vas, comment tu y vas, avec quoi comme outil et avec qui. Quels sont les acteurs de la radioprotection ? Alors, je vais peut-être juste me représenter rapidement parce que voilà, le podcast redémarre. Ça fait quelques temps je l'avais un peu abandonné ces derniers mois, mais là, ça fait quelques temps que je le redémarre, dont les écoutes repartent en hausse. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Morat. Je suis ingénieure de formation. J'ai été PCR pendant 19 ans. Allez,
pour pas dire 20 ans, mais vraiment 19 ans presque jour pour jour dans un centre hospitalier universitaire. Je coordonnais l'équipe de radioprotection et de physique médicale et je suis maintenant formatrice à temps plein. Je suis la fondatrice de Niveau 2, qui est une formation de personnes compétentes en radioprotection dans le domaine médical et industrie depuis peu. Donc célébrons, j'ai eu mon certificat. Donc merci à mon auditeur et puis aux personnes qui ont joué le jeu d'être audité avec moi pendant la formation. Bref, tu vois, et j'ai aussi tendance à dévier souvent, donc hop, je reviens. Donc je suis formatrice à temps plein et surtout fondatrice de l'organisme de formation qui porte mon nom et d'un point de vue commercial, j'aime appeler Niveau 2 parce que voilà, c'est de la formation PCR, médicale, industrie, sources scellées et non scellées. Niveau 2, donc, et puis je fais même maintenant la renforcée depuis quelques mois. Je suis podcasteuse, je ne sais pas si on dit ça comme ça, tu vois, je suis donc l'hôte de ce podcast qui s'appelle Radioprotection et que j'anime avec un grand plaisir depuis 4 ans maintenant. C'est bizarre de dire ça, mais il a vu le jour pendant le confinement, donc c'est assez facile de s'en rappeler. Avril 2020, donc tu vois, c'est son anniversaire, avril 2024. Et voilà, donc le podcast, je l'avais laissé un peu de côté ces derniers mois, mais voilà, il repart. Donc je suis... Ma mission principale, voilà, maintenant, c'est vraiment de former les personnes compétentes en radioprotection. J'ai formé depuis ces 12 derniers mois un peu plus de 50, j'ai pas refait le compte là, mais un peu plus de 50 personnes en formation initiale, en formation renouvellement, en passerelle, en renforcé, en médical. Et j'ai fait mes premières formations industrie. Ouais, je suis en train de faire le cursus initial là, et je m'éclate. C'est avec des étudiants qui sont à l'IUT hygiène et sécurité à l'université de Bordeaux. C'est un tout nouveau public pour moi, donc tout nouveau challenge, tout nouveau public, des étudiants et la formation industrie, donc c'est top. Voilà, bref, tout ça pour te dire que ma mission, c'est de former les PCR et d'arriver à vous redonner du sens dans vos missions et de la compréhension de la radioprotection. Donc j'ai formé une 50aine de personnes. Tu peux aller voir sur ma page, sur mon site internet, si tu veux aller chercher des témoignages, parce que tu peux me croire, mais voilà, tu peux sûrement, ça sera sûrement plus simple de croire et de voir les témoignages des personnes qui m'ont fait l'amitié de me laisser des témoignages. Va voir sur le site si tu veux avoir un peu plus d'infos sur les retours par rapport à ma formation, parce que je forme sur une façon un peu particulière, peut-être, qui s'appelle la pédagogie active. C'est pas l'objet là, je vais pas t'expliquer exactement ce que je fais dans ma formation et surtout la façon dont je forme, mais c'est une façon que je ne connais pas dans d'autres organismes de formation. Et c'est très vivant et ça prend ça me donne beaucoup de satisfaction sur cette formation. Si tu veux en savoir plus, tout simplement, va écouter l'épisode précédent où je te livre ma façon de former à la radioprotection des travailleurs, mais j'applique exactement ce même schéma sur la formation de PCR. Bref. Voilà, si tu veux des témoignages, va voir sur mon site, tu en trouveras. Donc l'objectif aujourd'hui de cet épisode, c'est vraiment que j'aimerais que plus aucune PCR arrive en formation et me dise « Stéphanie, je voudrais faire des études de poste et le zonage. Je veux qu'on laisse tomber ça et qu'on retrouve tout le sens de la réglementation. » J'ai mis du temps moi-même à trouver du sens, un fil conducteur, un liant à cette réglementation en radioprotection. L'émission de la PCR, du conseiller en radioprotection, tout ça lié à la formation de personnes compétentes en radioprotection. Voilà. Moi, je ne peux pas faire les choses si elles n'ont pas de sens, si je ne les comprends pas. J'ai travaillé longtemps dessus, mais j'ai enfin trouvé en fait les 7 étapes qui te permettent, toi, PCR, CRP, OCR,
dans l'ordre et dans le désordre, de retrouver du sens et de mettre du sens dans tout cela. Les 7 étapes, elles sont vraiment très simples. Je te les décris et je te donnerai juste une action à mettre en œuvre à la fin de la formation. Et puis si tu veux en savoir un peu plus, je te donnerai aussi à la fin de l'épisode, pas de la fin de la formation, à la fin de l'épisode, je te donnerai un lien pour qu'on aille un peu plus loin dans tout ce que je viens de te dire. Donc les 7 étapes, à mon sens, elles sont assez simples et on pourrait presque en faire une BD. Alors si un jour il y a quelqu'un qui veut se lancer avec moi pour faire de la facilitation graphique sur les 7 étapes que je vais te donner, eh ben, ce serait avec grand plaisir. Pourquoi pas faire une fresque sous forme de BD. Bref, la première étape, c'est qu'il faut que tu arrives à établir tes fondements. Établir les fondements de ton organisation en Radio Pro, c'est très simple. C'est voir toutes les personnes qui réglementairement interviennent dans la radioprotection et toutes les personnes qui, dans ton écosystème, interviennent en radioprotection. Tu as la partie théorique qui intervient en radioprotection et tu as la partie pratique qui intervient dans ton établissement. C'est hyper important de faire ça parce que tu vas voir que en fait, ce qui est fait en réalité, c'est pas forcément ce qui devrait être fait. Je te demande pas de révolutionner ce qui est fait en réalité, mais c'est juste de bien comprendre, de bien faire le lien entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait en réalité. Ça permet de redonner du poids à ton discours, à tes missions à toi, parce qu'on va te demander de faire plein de choses en tant que conseiller en radioprotection, mais c'est de pouvoir dire à un moment donné oui et de pouvoir dire non, parce que ça, eh ben, c'est à telle personne, à l'employeur, au RAN, au médecin du travail, etc. à faire. Donc, établir les fondements, c'est vraiment ça. Et l'outil pour faire ça, c'est vraiment la matrice RACI. J'en ai parlé plein de fois. C'est de faire une matrice où en ligne, tu as toutes les missions et en colonne, tu as le RACI qui est responsable de l'action réglementairement, qui est acteur opérationnel de l'action, qui conseille sur l'action et qui est informé sur l'action. Je ne vais pas revenir plus loin, mais voilà, tu veux trouver plein de ressources sur Internet sur la matrice RACI, mais va chercher dans les... Alors tu ne vas pas plus loin forcément que les 2 décrets qui sont parus en 2018 sur Code du travail et Code de la santé publique. Établis tes fondements. Réglementairement, d'abord, qui doit faire quoi, et après tu essayes de voir l'organisation dans ton entreprise, de comment c'est organisé et tu vas commencer à éclaircir ton panorama. Donc ça va vraiment être établir les fondements, le qui fait quoi au sein de ton entreprise et sans ça, je t'assure, tu ne pourras pas aller plus loin que... je veux faire une étude de poste et un zonage, je t'assure. Tu établis bien tes fondements et après tu sais sur qui et sur quelle organisation tu peux t'appuyer pour mettre en œuvre le reste. La deuxième étape, c'est évaluer les risques professionnels. Là, dis-toi que tu vas avoir une casquette bien sûr de conseiller en radioprotection, mais tu vas aussi prendre une blouse peut-être un peu plus large qui est vraiment le préventeur des risques en lien avec les rayonnements ionisants. L'employeur peut s'appuyer sur le CRP, le conseiller en radioprotection, pour évaluer les risques en lien avec les rayonnements ionisants et notamment les risques, les risques en lien avec les rayonnements ionisants. Blablabla. Évaluer les risques, tu as les 9 principes de prévention, etc. Mais va bien chercher dans la réglementation tous les points qui doivent être pris en compte pour une évaluation des risques. Tu verras, tu vas trouver dans le code du travail. Donc d'abord, tu évalues les risques et ensuite, tu vas prévenir les risques. Prévenir les risques, ça veut dire quoi? Une fois que tu as évalué les risques, tu vas trouver qu'il y a des risques en lien avec les rayonnements ionisants. Si tu fais une étude documentaire et qui te montre que tu ne vas pas plus loin parce que c'est vraiment une microsource exemptée ou c'est un tout petit générateur, ça existe en recherche où on a des scanners de souris par exemple. Bon, voilà, en fait c'est des enceintes où tu n'as aucune zone délimité au-delà de l'enceinte, une source exemptée, tu peux pas faire de zonage, on s'est amusé à faire l'exercice avec les étudiants. Voilà, tu ne vas pas plus loin que, ok, j'identifie qu'il y a un risque en lien avec ce type de source de rayonnement ionisant, mais je ne vais pas plus loin. L'étape qui suit, tu as évalué qu'il y a un risque en lien avec les rayonnements ionisants. Là où on va vraiment commencer à rentrer dans le régime renforcé, c'est dans l'étape numéro 3, tu préviens les risques. Et quelle est la première action pour prévenir les risques? C'est de délimiter les zones. Je m'arrête là. Délimiter les zones autour des sources de rayonnement ionisant. Tu fais ce travail-là
Et ensuite, donc ça c'est dans la 3e étape. Et la 4e... alors attends, pardon, je vais rester dans cette étape-là, cette 3e étape. Tu vas définir, tu vas aller chercher dans le code du travail, il y a un chapitre, je crois que c'est la section numéro 5, qui est vraiment sur les moyens de prévention et moyens et mesures de prévention. Donc en fait, tout découle, tout le reste de la réglementation va découler de j'ai délimité un zonage, j'ai délimité des zones et je vais avoir des travailleurs qui vont rentrer dans ces zones. Quelles sont toutes les demandes code du travail qui vont découler de cette délimitation de zones? Donc là, une fois que tu auras délimité les zones, tu identifies tout ce qui va découler de la délimitation des zones et tu vas retrouver tes moyens et tes mesures de prévention. Nous étions donc à l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, tu vas travailler pour accompagner tes travailleurs. Des travailleurs classés, des travailleurs non classés, ça c'est à toi. Ou voilà, repense à l'établissement de tes fondements. Qui a classé les travailleurs? On ne revient pas dans le détail là-dessus, mais tu vas être amené à accompagner des travailleurs qui sont classés et non classés, qui vont pénétrer dans ces zones délimitées. Qu'est-ce qu'il découle pour eux? Qu'est-ce qui doit être fait en termes de surveillance, d'évaluation de la dose, d'un suivi dosimétrique, d'un suivi médical, etc. Je te laisse aller chercher encore une fois dans toute la réglementation. Et tu vas travailler sur définir toutes les missions d'accompagnement de ces travailleurs. L'étape numéro 5, c'est vérifier. Vérifier que tous les moyens... Ah ben c'est là qu'on a le module 5, je crois, plutôt dans le code du travail. Tu vois, je me suis un peu avancée tout à l'heure. Dans la partie vérifier, tu vas aller chercher que toutes les mesures et les moyens de prévention que tu auras établis à l'étape numéro 3 sont bien respectés. Alors là, c'est une grosse étape. C'est un gros module. C'est une grosse part d'éclaircissement, je dirais, de tout ce qui doit être fait en radioprotection. Je vois de tout. Je trouve que rien n'est simple, rien n'est clair. De la part des CRP, de la part des OVA, je ne veux pas me faire taper sur les doigts, mais mon retour d'expérience, c'est que je trouve que les rapports des OVA ne sont pas toujours très clairs sur qu'est-ce qui est réglementairement demandé sur les vérifications, code du travail et code de la santé publique qu'on voit depuis 1 an et elles sont faites et c'est très bien, mais je trouve que souvent on en fait beaucoup plus que ce qui est réglementairement demandé. Moi, ça ne me gêne pas, c'est pas un souci, bien au contraire. Tout le monde, toutes les personnes qui peuvent aider les PCR à faire leur mission, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que les PCR, elles n'ont pas compris, elles comprennent pas la mission de vérification au code de la santé publique. Bon, bref, je pense qu'il y aurait un gros travail à faire, là, d'éclaircissement sur qu'est-ce que c'est que ces vérifications au code de la santé publique. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Mais voilà, là on est sur la 5e étape, c'est vérifier, mettre en place tout ton programme de vérification pour être sûr que les mesures et les moyens de prévention sont respectés et qu'elles fonctionnent. Étape numéro 6, gérer toute l'administratif. Toute l'administrative, c'est-à-dire tous les dossiers SN, IRSN, tout ce qui est le management d'assurance de la qualité. Et alors là, on en mange quand on est PCR, du management d'assurance de la qualité, que ce soit vis-à-vis de la malveillance, vis-à-vis des transports, vis-à-vis... alors, c'est là, je sais qu'il y a toujours un petite peut-être cohérent, comment dire, discussion. Management d'assurance de la qualité vis-à-vis des doses reçues, la radioprotection des patients. Est-ce que le CRP a un lien avec la radioprotection des patients? Est-ce qu'il rentre dans le management d'assurance de la qualité, des doses délivrées aux patients, du suivi des patients, etc. Moi, je pense que c'est une personne ressource, mais voilà. À toi de voir si au sein de ton organisation, voilà, comment vous êtes organisé. Mais du management d'assurance de la qualité, aujourd'hui, le PCR ne peut pas faire l'impasse sur ce management d'assurance de la qualité. Donc, dans la gestion de l'administratif, il y a tout à organiser. Il faut bien que tout soit coordonné. Alors, ne te lance pas dans l'écriture de dizaines et de dizaines de documents qualité, mais juste chope le principe, comment ça fonctionne. Alors, comment on dit ? Le mieux est l'ennemi du bien, c'est pas ça. Je crois pas, je l'ai pas le truc. Mais l'idée, c'est de pas en faire des tonnes. Fais juste ce qu'il est nécessaire en termes d'écriture de documents, mais juste sois sûr que tout est bien écrit et bien organisé.
Et enfin, tu vois, le maître mot, c'est le module 7, l'étape numéro 7. Pour moi, c'est l'organisation. Et tu vois, autant dans la physique médicale, il y a une obligation d'écrire un plan d'organisation de la physique médicale. On ne retrouve pas cette obligation avec ce terme-là, le plan d'organisation de la radioprotection. On retrouve la nomination du conseiller en radioprotection. On trouve la fiche de mission avec le temps, les moyens accordés, etc. Mais on ne retrouve pas forcément ce plan d'organisation de la radioprotection. Et je trouve que ce plan d'organisation de la radioprotection, il va plus loin que la fiche de mission. C'est vraiment, je repars à mon étape numéro 1 où j'ai balayé l'ensemble de mes fondements. Voilà. Les fondements de l'organisation de la radiopro dans mon établissement, c'est qui fait quoi, quel est le périmètre. Et en radioprotection, il n'y a pas que le CRP qui fait. Bien au contraire, si tu regardes bien, le CRP, il ne fait pas grand-chose. Alors, il a un rôle hyper important parce qu'il conseille, mais dans le fait d'être responsable et acteur opérationnel, je fais réellement, il ne fait qu'une chose. Je te laisse chercher, mais je suis sûre que tu le sais. Il ne fait finalement pas grand-chose. Par contre, il a un rôle hyper important de conseil, d'accompagnement et d'aide auprès de l'employeur et de responsable de l'activité nucléaire, le RAN. Donc cette étape numéro 7, qui est l'organisation, par l'écriture d'un plan d'organisation de la radioprotection, elle est hyper importante. Bon, je me suis un peu emballée, mais tu vois, toute l'énergie et toute la passion que je mets dans cette écriture de ces 7 étapes. J'ai mis du temps, mais maintenant tout est clair. Tous les articles du Code du travail, du Code de la santé publique, tous les arrêtés qui ont été publiés depuis 2018, tout s'imbrique et tout trouve logiquement sa place dans ces 7 étapes. C'est très logique, et une fois qu'on a la logique, une fois qu'on a le sens de ce que l'on fait, tout est bien plus simple. Je me rappelle, j'ai une PCR en Bretagne. Je suis allée pas mal former en Bretagne ces mois derniers, qui était en renouvellement, qui, après l'atelier sur la radioprotection, me dit, l'atelier sur la réglementation, me dit, mais Stéphanie, pourquoi on m'a jamais dit ça? Et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que c'est quelqu'un qui fait peut-être 10% de radioprotection, donc il n'a pas forcément le temps d'aller chercher, et qui n'avait jamais vu tout ce sens de la réglementation. Je vais te donner mon petit secret. L'atelier sur la réglementation, c'est l'atelier que je préfère dans la formation PCR. Je le fais encore une fois sous le format de la fresque du climat. Si tu ne connais pas, je te laisse aller écouter l'épisode précédent sur la formation à la radioprotection des travailleurs. Sinon, je te laisse aller chercher la fresque du climat. Si tu ne l'as pas fait, vas-y. 1, parce que tu es citoyen et que ça t'intéresse. Et 2, parce que tu y verras un apport pédagogique excellent. Et tu fais la fresque de la réglementation en radioprotection. Tout prend son sens. Et dès que ça a du sens, c'est bien plus simple et c'est bien plus facile à mettre en œuvre. Tout ça pour te dire que si tu veux qu'on aille un peu plus loin dans ce que je viens de te dire, non, on va commencer, la première chose. Pour aller un peu plus loin dans tout ce que je viens de te dire, j'aimerais que tu te poses une question sur tout ce que tu fais, toutes tes actions, toutes tes missions. Demain, tu vas à ton poste de PCR, tu commences à faire quelque chose. Pourquoi je fais ça? Et les 3 étapes de pourquoi je fais ça, c'est tu vas chercher le texte réglementaire, la référence. Dans quel décret, dans quel arrêté je trouve la référence à cette mission? 2, qu'est-ce qui est demandé dans le texte? Et 3, quelle action découle de la demande? Tu verras que parfois, on est bien loin de ce qui est demandé. On vit sur des habitudes. Et c'est ça, quand je t'ai dit au démarrage de cet épisode, je veux qu'on laisse tomber les études de poste et les zonages. C'est des habitudes de langage, je conviens, mais ce sont des habitudes. Il faut laisser tomber les habitudes et qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Donc, chaque action dans la semaine qui vient, et tu commences dès demain matin, tu prends ton crayon et dès que tu fais quelque chose, tu te poses. Quelle est la référence réglementaire de ce que je suis en train de faire? Quelle est la demande de ce texte réglementaire et quelle est l'action réelle que je devrais faire ou que je fais réellement. Mais tu vas voir, ça va éclaircir toutes tes actions.
Voilà, donc maintenant, si tu veux aller un peu plus loin dans l'écriture, finalement, de ce plan d'action, ou de ce plan, de ce programme, ce plan d'organisation de la radioprotection, eh bien, j'aimerais te convier à une masterclass que j'organise les fin mai. Alors, c'est même pas une masterclass, parce que autant à l'oral, tu vois, je suis assez à l'aise, je peux prendre le micro, j'ai 3 mots devant moi et je te fais cet épisode en live. Autant la vidéo est beaucoup plus compliquée, j'ai beaucoup de mal avec mon image, mais voilà. Donc du coup, j'ai pas décidé de faire une masterclass, mais 3 masterclass. Donc ça se passera le 27 et le 28 mai de cette année 2024. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. En fait, c'est une masterclass que je fais 3 fois, mais je voudrais vraiment trouver l'horaire auquel tu peux me rejoindre. Donc c'est lundi 27 mai à 10h, lundi 27 mai à 17h et mardi 28 mai à 8h. J'aimerais que tu me rejoignes et surtout j'aimerais que tu me rejoignes en live pour avoir cette énergie, tu vois, qu'on puisse échanger et pour te remercier de venir en live. Je t'enverrai une petite surprise. Je suis en train encore de le caler avec les personnes qui vont me fournir, qui vont bien vouloir se prêter au jeu du bonus pour les personnes qui show up en live. Voilà, je te tiendrai au courant si tu t'inscris, et puis même si tu ne t'inscris pas, je te dis sûrement pour te donner envie de t'inscrire et de venir à la masterclass. Mais voilà, donc la masterclass aura comme sujet comment bâtir mon plan d'action en 3 jours sans passer des heures à scruter et à scroller sur Légifrance. a.k.a. trouver les derniers textes réglementaires. Donc voilà, comment bâtir mon plan d'action en 3 jours sans passer des heures à scroller sur legifrance.fr. Donc je t'invite à me rejoindre sur cette masterclass. Donc ça sera le lundi 27 mai à 10h, lundi 27 mai à 17h ou mardi 28 mai à 8h. Je prends l'engagement de me montrer et je t'invite à me rejoindre. Ça durera 1 heure grand maximum. Il y aura un replay pour les personnes qui se sont inscrites uniquement. Si jamais tu as des questions, tu sauras me trouver, je n'en doute pas. Et sur ce, je te laisse et je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!